Et bonjour tout le monde. Voilà. Bonjour tout le monde pour cette nouvelle Assemblée générale de Bon Sens, bonsens.org, qui va être animée principalement par Xavier Zalbert, Jean-Yves Capot, Christian Perron qui est là, Silvano Trotta que l'on attend et Laurent Pelé. Et moi, je vais rester un petit peu en retrait pour l'instant et je récupérerai les questions s'il y a des questions dans le live. Et donc, je laisse la parole à qui commence, Xavier. Je vais commencer, oui. Très bien. Merci Corinne. Bonjour à tous et bienvenue donc pour cette Assemblée générale de 2024 qui se tient donc en juin 2025 comme il se doit. Je vais faire un petit état des lieux sur le rapport d'activité. Bien sûr, on vous l'a envoyé et puis après, Jean-Yves, le secrétaire, prendra la main pour mener à bien, on va dire, le rapport financier et puis les votes. Et Christian Perron, qui est là aussi, si tu veux intervenir. Au passage, quand je parle de rapport d'activité sur les diverses activités, notamment les activités scientifiques, il n'y a aucun problème. Ah, il y a Sylvano qui vient d'arriver. Je le rajoute. Voilà. Bonjour Sylvano. Bonjour. On a commencé, je commençais sur le rapport d'activité. Alors 2024, ça a été une année assez importante pour Bon Sens avec énormément d'activités. Mais avant toute chose, avant de parler de diverses activités, je veux rappeler que notre association a comme objet social l'intégrité scientifique et restaurer l'intégrité scientifique. Et c'est avant tout ce que l'on a essayé de faire. On fait à côté de ça des actions juridiques quand c'est nécessaire de manière à pouvoir restaurer cette intégrité scientifique. Et pourquoi c'est important? C'est parce qu'en 2024, il y a eu une élection aux États-Unis avec Donald Trump qui est venu. Et en 2025, il a passé un décret qui s'appelle Restaurer la science de référence et l'intégrité scientifique. Et ce décret correspond peu ou prou à ce qu'on essaye de faire chez Bon Sens, c'est-à-dire retrouver le bon sens dans la science, redonner la bonne place à la médecine et aux actions médicales dans l'intérêt du patient et s'assurer que la science qui est faite n'est pas biaisée par des statistiques ou n'est pas biaisée par des relations d'intérêt comme on a pu le voir. C'est important de mentionner cet élément parce que quand on a fait Bon Sens en 2020, quand on a réfléchi à l'association Bon Sens avec ce groupe, quand on y a réfléchi, le véritable problème que l'on avait, je le rappelle, c'était on avait vu une étude comme le Lancet Gate qui était arrivée, une fraude scientifique très importante, et on en a beaucoup d'autres, avec l'étude Recovery, par exemple, dans lequel il y a des surdosages en hydroxychloroquine qui ne permettent pas de conclure de manière correcte. Et donc, on voit bien que la science a été instrumentalisée, elle a été politisée, elle a été, en anglais, ils appellent ça la weaponization, c'est-à-dire elle est devenue une véritable arme pour discréditer un certain nombre de personnes. Et notre véritable travail a été d'essayer de restaurer ça. Donc, en 2024, tout au début de l'année, il y a eu une étude qui s'appelle l'étude Pradel-Lega, qui est sortie avec une étude qui essayait de discréditer l'hydroxychloroquine une fois encore. On pourrait appeler ça le Lancet Gate à la française, le Lyon Gate, le Bordeaux Gate, le Lega Gate. En tout cas, c'est une étude qui était tellement erronée que avec le groupe de scientifiques de bon sens, mais aussi Martin Zizi, Véronique Baudou et puis d'autres personnes, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, dès que cette étude est sortie le 4 janvier, on a fait une lettre de préoccupation à l'éditeur qui demandait à ce que cette étude non seulement soit retirée, mais qui expliquait pourquoi. Et c'est bien sûr dans notre objet social. Et ça a été une des véritables actions qui a mené Christian Perron quand il était à l'International Crisis Summit à Washington à en parler au Sénat américain devant le sénateur Ron Johnson. Et Christian, si tu veux en parler un petit peu, parce que c'était quand même un moment important de ta présentation à ce moment-là. Tu veux que j'en parle maintenant? Oui. Non, Après,
Ou après, je peux faire, quand je ferai mon commentaire après, je te laisse finir Voilà. de dérouler. Et donc, c'était important parce qu'on a travaillé donc, avec le groupe de scientifiques, mais aussi avec les juristes, de manière à trouver la meilleure manière pour nous assurer que cette information qui était biaisée, eh bien, elle soit retirée aussi vite que possible. Ça a été, chose faite, je crois, le 22 ou le 23 août 2024. L'éditeur a retiré cette étude. Mais cependant, subsiste encore une impression comme quoi il y aurait 17 000 morts de l'hydroxychloroquine dans le monde. Quelque chose qui est totalement incroyable. Mais en tout cas, ça démontre la capacité, à mon sens, à réagir, à agir et à prendre les mesures nécessaires pour nous assurer que l'intégrité scientifique est de mise. Il y a eu énormément d'autres études. Je ne vais pas les détailler, je voulais juste parler de celle-là parce qu'elle était très importante puisqu'elle a mené à une rétractation. Il y a d'autres études sur lesquelles on est en train de travailler pour essayer de restaurer cette intégrité scientifique, notamment une étude qui a été publiée dans le British Medical Journal sur les vaccins et l'efficacité des vaccins pour le Covid long. Cette étude a fait en ce moment même l'objet d'un travail très approfondi. Et puis, un autre élément marquant qu'on a fait en 2024, mais qui est apparu qu'en 2025, c'est Jean-François Lesgard a commencé un rapport pour sortir un petit peu du monde médical, tout en restant autour de la toxico, pour faire un rapport sur la pollution et ses effets sur l'humain, qui a été publié en 2025 sur Bon Sens. Vous pouvez aller le voir. C'est vraiment très intéressant parce qu'il est non seulement complet, mais il est aussi fait de manière à ce que tout le monde puisse comprendre les effets de la pollution sur le corps humain. Sans oublier le nombre d'études, je crois qu'on a publié 9 études en 2024. Au total, depuis la création de Bon Sens, c'est plus de 25 études qui ont été publiées. Je le rappelle, elles sont publiées de manière bénévole, ces études, c'est-à-dire que les scientifiques travaillent bénévolement. Bon Sens prend à sa charge les frais de publication. Alors, les frais de publication, c'est parce que quand on publie une étude dans un journal scientifique, eh bien, il y a des frais de publication qui peuvent aller de 700 à 2000 euros. C'est l'ordre de grandeur de ce qui est effectué. Les autres éléments qui sont importants en 2024 au niveau de la science, c'est on a participé à pas mal de conférences ou de réunions principalement qui ne sont pas médiatisées, mais avec des personnes aux États-Unis. Donc, en l'occurrence, quand on avait travaillé sur cette fraude de Pradel-Legar, on avait travaillé avec Martin Zizi qui est aux États-Unis, mais aussi avec Jebel Techaria, qui est aujourd'hui le patron du NIH, donc de l'Institut national de recherche aux États-Unis, l'équivalent de l'INSERM en France, et on l'avait mis au courant de toutes nos démarches de manière à ce qu'il puisse aussi nous aider en tant que scientifiques. Voilà un petit peu les actions scientifiques que l'on a faites. Christian, est-ce que tu veux rajouter quelques éléments, Jean-Yves ou Sylvano ou tous? Je veux dire que j'étais très fier de participer à Bon Sens depuis le début de l'aventure avec toi, Xavier, et qu'effectivement, c'était à la période de ce grand scandale de l'étude frauduleuse du Lancet. Après, sur les histoires de la fraude scientifique et de la communication américaine, j'y reviendrai peut-être après, mais voilà, finalement, quand on voit, on a toujours été dans l'actualité, on a essayé de toujours défendre la vérité scientifique, de combattre toutes les crapuleries et fraudes qui n'ont pas arrêté pendant cette crise. Et je suis fier d'avoir contribué à mon niveau. Et ce qui est bien dans Bon Sens, c'est que chacun a son domaine de compétences. Il y a des médecins, il y a d'autres professions très variées. Et finalement, on est très complémentaires et on s'entend bien. Donc, merci à vous tous de Bon Sens, parce que c'est super de travailler avec vous. Je vais continuer donc sur la deuxième partie du rapport d'activité, ce sont ce qu'on appelait les actions juridiques. Alors, quand j'ai parlé de la fraude Pradel-Legar, j'ai aussi dit qu'on avait dû à un moment ou à un autre envoyer un courrier juridique à l'éditeur. Alors, pourquoi on a fait ça? C'est parce que les éditeurs, ils prennent énormément de temps et à un moment, il faut bien que pour défendre nos intérêts, pour défendre les intérêts des patients, eh bien, il faut qu'on utilise le droit. Et un éditeur a la responsabilité de ce qu'il publie, surtout quand cette publication se retrouve dans les médias. En l'occurrence, la fraude Pradel-Legar, il faut savoir que
médias mainstream. Quand elle a été publiée, donc entre janvier et mars, quasiment tous les médias mainstream en ont parlé. Et il y en a très peu qui ont parlé de la rétractation. Ce qui veut dire que l'information, et les citoyens ont toujours l'impression que bien cette étude était correcte et qu'il y aurait des morts et des réciprocité. Donc, l'objectif et le droit, c'est, en termes de santé publique, c'est de restaurer le droit des citoyens et de nous assurer que l'éditeur va bien faire son travail et suivre les procédures, notamment en termes de rétractation scientifique. Donc, on a écrit à l'éditeur avec Maître Prota et avec le soutien aussi d'Olivier Fro au travers de tout cela. Il se trouve que ces fraudes scientifiques, ces erreurs scientifiques, elles ont des conséquences non négligeables sur les patients et on l'a vu puisque avec le Pfizergate, c'est-à-dire avec le vaccin de Pfizer qui est sorti en 2021, enfin fin 2020 et en 2021, il y a eu énormément d'effets secondaires. Il y a eu une opacité au travers des études, mais aussi opacité au travers de ce qui était écrit dans les contrats. Et un des points principaux sur lesquels on s'est battu depuis 2021, c'est pour lever cette opacité, parce qu'en science, de manière à ce qu'on puisse prendre une décision informée d'un point de vue médical, eh bien, on a besoin d'avoir toutes les informations. Et il était important de comprendre ce qui s'était dit au travers des négociations, mais aussi ce qu'il y avait dans ces contrats. Et c'est un énorme effort qui a été mené par Maître Diane Prota et Olivier Fro, mais aussi tout le reste de l'équipe pour contester ces contrats d'achat et en obtenir une version non caviardée, de manière à ce que les médecins, les scientifiques puissent regarder ce contrat et prendre connaissance de tous les termes pour pouvoir conclure sur la valeur juridique de ces contrats, mais aussi la valeur médicale. Qu'est-ce qu'il y avait, par exemple, sur les effets secondaires? Qu'est-ce qui était informé? Et donc, tout ça a été mis en place et ça prend énormément de temps de faire ces travaux afin de restaurer cette intégrité scientifique. On a aussi contribué à la protection de ce qu'on appelle les libertés fondamentales, comme les libertés d'expression des scientifiques. Vous le savez qu'il y a énormément de scientifiques dont la voix a été muselée. Christian Perron en est un exemple, mais il y a aussi le groupe de l'IHU. Il y a énormément de scientifiques qui n'ont pas pu s'exprimer dans les médias. Et du coup, ça a laissé une information totalement biaisée. Et ce qu'on essaye de faire au travers de tout ça, c'est de restaurer cet équilibre. Et il y avait en 2024 un mouvement sur la Miviludes au travers des dérives sectaires. Et on s'est battu pour nous assurer que ces dérives sectaires ne soient pas, qu'on ne soit pas associés avec ces dérives sectaires, puisqu'on a essayé à un moment ou à un autre de faire dire que Bon Sens serait une secte ou autre chose. Et donc, on a saisi la Miviludes, on leur a écrit et on a contesté tout ce qui peut aller dans le sens qui pourrait porter atteinte à la voix minoritaire en sciences, et y compris sur d'autres actions comme le pass pour les Jeux Olympiques, qui affecte les libertés d'expression et les libertés d'aller et venir, comme on l'a vu depuis 2020. Enfin, on a aussi travaillé avec le sénateur Alain Houpert et l'ancien député Nicolas Dupont-Aignan au soutien des initiatives internationales et nationales sur la notion de paix, parce que la santé, eh bien, il faut qu'on soit aussi en paix. Et ça fait partie des autres activités que l'on a faites et que vous pourrez retrouver dans le rapport d'activité. Jean-Yves, si tu veux rajouter d'autres éléments avant qu'on donne la parole peut-être à Christian pour qu'il… Non, sur l'activité, ben, nos adhérents et sympathisants peuvent consulter le rapport d'activité en ligne. Il y a eu également un travail fait par Alexis Lacou et d'autres membres de l'association sur la maladie de Lyme. C'est indiqué dans le rapport d'activité sur le plan des actions scientifiques. C'était des études sur la maladie de Lyme et les traitements associés. Donc, publication intéressante. Christian maîtrise mieux le sujet médical que moi, forcément, parce que je ne suis pas médecin, je le rappelle. Voilà. Donc, Christian, si tu souhaites dire un mot là-dessus.
Oui, oui. Effectivement, grâce à Bon Sens et avec des collègues médecins, scientifiques, chercheurs de différents horizons, on a pu, pendant cette crise Covid, publier un nombre très important d'articles, à la fois sur le Covid lui-même et aussi sur d'autres sujets, notamment la maladie de Lyme, qui est un sujet qui m'est cher parce que on sait que cette bactérie a été modifiée pour devenir une arme biologique. Alors, quand je racontais ça il y a des années, on croyait que c'était des bêtises. Bon, maintenant, voilà, et Bon Sens a aidé à la publication d'une magnifique revue complète sur le sujet, en français et en anglais. C'est vrai que Bon Sens a pu aider beaucoup, beaucoup de publications scientifiques. Ouais, je précise, parce que j'ai omis de le dire, Christian, que tu es co-auteur d'études faites avec Alexis sur C'est Alexis Lacoupe, qui est ce un sujet. médecin remarquable, avec quelques autres collègues. On a pu vraiment publier tout sur ce sujet. Xavier? Oui, donc merci beaucoup Christian, merci beaucoup Jean-Yves d'avoir rajouté ces éléments, notamment sur la maladie de Lyme. Je pense que c'était important aussi de le rajouter. Donc, je précise que notre objet social est avant tout de restaurer cette intégrité scientifique et de travailler avec le droit de manière à nous assurer que ça l'est. On a eu énormément de contacts avec les États-Unis parce que c'est là-bas qu'il y a énormément de choses qui se sont passées, notamment au sujet de l'efficacité vaccinale, mais aussi des effets, y compris les traitements précoces. En 2024, par exemple, l'ivermectine qui avait été Il y a un problème de son. médicament pour les... Isabelle, ton son est coupé, il est haché. Le son est coupé par moment. Oui. Ah, et là, ça va mieux? C'est Oui. bon. Ouais. Donc, je disais qu'en 2024, l'ivermectine avait été un médicament qui avait été, dès 2022, la FDA avait dit que c'était une médecine pour les chevaux. Et en fait, il y a le docteur Pierre Corey qui a obtenu un accord transactionnel avec les FDA. Ils ont enlevé toute leur publicité. Donc, dès 2024, on a vu, on va dire, un mouvement plus instaurer l'intégrité scientifique et surtout que des médecins qui étaient en minorité puissent avoir leur voix. Et ça s'est concrétisé en 2025 avec la nomination de Robert Kennedy. Le son est coupé. Qu'est-ce qui se passe? Ça remarche. Je ne sais pas, il y a peut-être un problème. Mais voilà, de toute manière, moi j'avais fini ma partie et je pense que maintenant, Jean-Yves, on va parler de la partie financière de manière à ce qu'on puisse tenir l'Assemblée générale se doit. Entendu. Ben, écoute, merci de me passer le relais. Voilà, sur l'exercice financier 2024. Alors, je suis pas médecin, mais les chiffres et la finance, c'est plutôt ma partie, on va dire ça comme ça. Donc, nous avons réussi à collecter, comment dire, sur l'exercice, si je me trompe pas, c'est bien le point. Oui, c'est ça. Donc, on a réussi à collecter 372 437 euros, ce qui est un chiffre extraordinaire, puisque l'année précédente, nous étions à la limite des 200 000 euros, 199 495 pour être précis. Donc une progression de collecte de fonds de 61,62%, ce qui est exceptionnel. Alors, faut pas non plus crier victoire, puisque depuis le début 2025, on voit que les rentrées sont quand même bien inférieures à ce qu'elles étaient l'année précédente. Bon, mais on est là pour parler de 2024. Ce qui explique cette progression significative, comme souvent, rien n'est binaire, c'est multifactoriel. Parmi ces facteurs, bon, bien sûr, il y a l'obtention du rescrit mécénat début 2023, qui permet aux donateurs, aux cotisants divers et variés de bénéficier d'avoirs fiscaux sur les sommes qu'ils nous confient. Premier point. Deuxième point, on a des adhérents qui sont responsables, c'est pas de la démagogie, c'est la réalité. On en a moins aujourd'hui d'adhérents qu'il y a 2-3 ans, mais par contre, en moyenne, les gens donnent plus de 95 euros.
Voilà. Puisque ce chiffre de 372 KE, vous devez le ramener à 3913 adhérents payants à fin 2024, ce qui fait une moyenne de 95 euros et des poussières. Donc c'est pas non plus des petites sommes. Je rappelle que la cotisation annuelle est d'une quinzaine d'euros. Voilà. Donc les adhérents savent qu'il nous faut des moyens financiers, pas seulement pour publier des études, mais aussi pour financer plein d'actions auprès d'autres scientifiques d'autres pays, dont les États-Unis, comme l'a évoqué Xavier et Christian également. Il faut qu'on ait une viabilité à moyen terme pour rester d'intérêt général, puisque la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, avant de délivrer son label d'intérêt général, souhaite qu'on soit viable à 3-4 ans, même si les collectes s'arrêtaient d'un coup. Bon. Donc là, je vais venir un peu plus loin, on a pour l'instant ce qu'il faut en trésorerie, etc., pour tenir à moyen terme. Enfin, comment vous le dire, notre association est très chiche au niveau de ses dépenses. On n'a aucun salarié. On utilise un auto-entrepreneur pour les tâches administratives, donc de façon à avoir un peu de souplesse. Si l'aventure un jour ça se passait mal, on aurait au moins cette petite variable d'ajustement, très, très légère. Au niveau des charges d'exploitation, alors elles ont progressé. Les charges externes, notamment, ont enregistré une progression d'un peu plus de 30%, mais enfin, ça reste inférieur à la progression des recettes, qui faisait, je le rappelle, plus 61%. Donc, l'un dans l'autre fait que, de toute façon, on a un résultat d'exploitation relativement confortable. Je rappelle, Xavier le disait tout à l'heure, que on paie les publications, le coût des publications scientifiques des scientifiques nous en adressent et qu'on estime recevables pour être publiés. On a à peu près dépensé le même montant, je ne rentrerai pas trop dans le détail parce que sinon on va se noyer dans les chiffres, on a dépensé à peu près le même montant que l'exercice antérieur sur les coûts de publication scientifique. On pourrait en financer davantage, après c'est le temps pour produire de nouvelles études scientifiques, c'est la matière qui manque. Voilà. Bon, donc ça, je tenais à le préciser. Beaucoup de dépenses engagées par notamment les membres du conseil d'administration, comme du bureau de bon sens, ne sont pas refacturées à l'association par ces membres-là. Personnellement, j'estime qu'il serait logique qu'on se mette un petit peu à rembourser des frais, notamment de déplacement des uns ou des autres, parce que depuis 5 ans, c'est vrai que mine de rien, et souvent de notre poche, on paie pas mal de choses. Bon, je fais cette petite parenthèse. Voilà. Comment dire, nous avons effectué quelques dons à d'autres associations ou à d'autres projets scientifiques que ceux que nous essayions de mener à bien. Nous avons octroyé à d'autres associations et d'autres projets scientifiques un montant de 45 KE contre 48 l'année précédente. Bon, donc c'est à peu près stable. Nous dégageons un résultat d'exploitation très satisfaisant qui fait 109 175 euros. Beaucoup d'entreprises ne dégagent pas ce résultat d'exploitation-là. Nous gérons les liquidités que nous avons en bon père de famille, c'est-à-dire que nous plaçons cela sur des placements sans risque, mais quand même en négociant les conditions financières des placements, ce qui fait que ça nous a généré un peu de produits financiers cette année, 10 743 euros, contre 3 589 l'année d'avant. Voilà. Donc, tout se négocie, mais je tenais à le signaler. Voilà. Après prise en compte de l'imposition des produits financiers, parce que figurez-vous qu'on est une association, mais on ne passe pas à côté de l'imposition sur les produits financiers. Voilà, c'est assez particulier. Bon, il nous reste quand même pas mal de résultats nets financiers dans les caisses, et on dégage également, au-delà du résultat net, qui fait 114 591 euros, qui fait, excusez-moi, 113 575 euros, on dégage un cash flow qui fait 114 591 euros. C'est quoi le cash flow? C'est la différentielle entre ce qui rentre et ce qui sort, pour faire très schématique. Voilà. C'est même pas schématique du tout, c'est exactement ça, un cash flow. Voilà. Donc on a dégagé un bel excédent de ressources. Chaque année, j'évoque un terme technique qui s'appelle le coefficient de liquidité. C'est quoi? C'est de savoir si ce qu'on a en trésorerie, ou potentiellement en trésorerie, couvre les dettes d'exploitation qu'on a. Je vous rassure, elle les couvre très largement, puisqu'on a un coefficient de liquidité qui les couvre de 3500%. Donc on n'a aucun souci de liquidité.
ni aucun souci pour payer les quelques dettes qui restaient dues à la date de clôture, assez faible par ailleurs. Donc ce taux de couverture de paiement est excellent. C'est même hyper rare de constater un taux aussi élevé. Le budget de l'association annuellement doit se situer à peu près, on doit essayer de faire rentrer bon an, mal an, 230-250 000 euros, 230-250 KE. Bon, pour financer les charges courantes que l'on a, la publication des études, quelques déplacements ici et là. Bon, pour l'instant, on y arrive. L'an dernier, on souhaitait restaurer un peu mieux les comptes, puisqu'on avait fait une légère perte de mémoire l'an dernier. Là, cette année, on a un résultat largement positif. Voilà. Il est bien sûr rappelé à tous les adhérents, mais je l'ai fait précédemment, que tout don ou cotisation sont éligibles au rescrit mécénat, donc à l'apport fiscal. Et il est proposé aux adhérents d'affecter le résultat net que nous avons dégagé, c'est-à-dire 113 575 euros, en fonds associatifs complémentaires, c'est-à-dire en fonds propres complémentaires. Voilà. Ça les porterait, ces fonds propres de l'association, à un total de 493 099 euros, pour être précis. Voilà. Donc je propose bien sûr, lors des votes, de voter favorablement pour à la fois le rapport d'activité dont a fait état Xavier, et pour le rapport financier que je viens de vous résumer. Voilà. S'il y a des questions, vous pouvez les mettre sur les canaux sur lesquels vous êtes, YouTube par exemple, je m'efforcerai d'y répondre dans un instant. Xavier, je te repasse la parole. On n'entend pas, Xavier. Il faut que je remette le micro. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Yves, d'avoir fait ce point. Je voulais juste rajouter un élément aussi quand même qui est important. Je voulais remercier une personne à titre posthume parce que l'année dernière, on a une Alsacienne. Je vais pas te dire son nom parce que comme ça, on va garder cet élément confidentiel, qui est décédée et qui a fait un don substantiel à bon sens. Et donc, je tenais à remercier cette personne et sa succession. Ça veut dire qu'on peut avoir de l'impact. Ça veut dire que justement, on a trouvé une audience. Et je pense que c'est important de le mentionner. Sylvano, toi qui étais au plus proche, puisque c'est toi qui es allé, peut-être que tu veux rajouter aussi un élément. Alors je rassure tout le monde, hein, c'était une personne qui était quand même relativement riche, donc il y avait plusieurs terrains, il y avait pas mal de sous, il y avait beaucoup d'assurance vie, et elle avait décidé de nous laisser pas mal d'argent quand même, il est vrai. Et donc c'était une grosse surprise, parce que c'est la première fois que ça nous arrivait. Voilà. Et c'est l'Alsace. Bravo l'Alsace. L'Alsace. Je précise un point, c'est que ce legs, parce que c'est un legs, n'est pas dans les comptes 2024, mais il sera dans les comptes 2025. Voilà, vu que l'héritage s'est dénoué sur le premier trimestre 2025. J'ai plus la date en tête exacte, mais bon. Voilà. Merci Jean-Yves. Je pensais que c'était important de le mentionner parce que comme ça permet aux adhérents de Bon Sens de comprendre que eh bien, Bon Sens a trouvé son public. Elle a aussi, on va dire, marqué les esprits. Et c'est, je pense, avant tout l'état d'esprit. T'entends pas? Vous ne m'entendez pas? Ah ben ça a haché, puis ça revient. Ça passe mieux quand tu te rapproches un tout petit peu, visiblement. Enfin, je vais me rapprocher du micro. Arrête pas d'aller quand tu parles, parce que sinon ça coupe. Bon, ben, je vais me taire. Donc, Christian, je vais te donner la parole. Comme ça, tu n'as qu'à parler à la place. Allez, Christian, tu fais l'intérim. Non, ben, ce que je voulais dire, c'est que tout ça, c'est un travail fantastique. Et je voulais revenir sur... parce que ça fait un petit peu du buzz là quand on était à Washington. Alors, il y avait Xavier, il y avait Diane Prota qui était à Washington aussi, mais moi j'avais eu la chance d'être invité au dîner de Mara, Make America Healthy Again, avec Robert Kennedy Jr., que j'avais vu très brièvement. Je ne l'avais jamais rencontré avant, mais je connaissais bien son équipe, puisque j'avais écrit la préface de la version française de son livre Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma, qui avait été publié il y a déjà, je crois, 3 ans. La version américaine avait été publiée l'année d'avant. C'était un best-seller aux États-Unis. Et Kennedy, ce n'est pas un médecin, c'est un avocat. C'est 40 ans d'enquête très méticuleuse sur toutes les crapuleries de l'industrie pharmaceutique.
dans les médicaments, les vaccins, les études sur le sida, il y a plein de choses. C'est un livre qui est un peu long à lire, mais qui est remarquable. Et c'est comme ça que j'étais rencontré en contact avec son équipe. Et aussi, parce que les gens disaient pourquoi vous connaissez Kennedy comme ça. Je ne suis pas un intime de Kennedy, mais je préfère dire pourquoi. Il se trouve que dans mes réunions complotistes internationales dans plusieurs pays européens, au début de la crise Covid, j'avais rencontré Mary Holland, qui est très proche de Kennedy, qui dirige Children Health Defense, le mouvement de défense des enfants que Kennedy a fondé aux États-Unis. Et Mary Holland, je l'avais rencontrée en Belgique la première fois. Après, je l'ai rencontrée, je crois que c'était en Norvège, dans plusieurs endroits. Et c'était au moment où justement j'écrivais la préface pour Kennedy. On avait sympathisé. On l'a revu avec Xavier le lendemain de l'investiture de Trump aux États-Unis. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que l'action de bon sens est très très suivie en France, et je remercie tous les gens qui nous suivent parce que on a fait un énorme boulot. On fait ça bénévolement, on fait ça avec nos tripes pour défendre vos libertés, pour défendre la vérité scientifique. Mais bon sens est connu aux États-Unis. Et moi, ça m'avait surpris quand j'avais été invité au Sénat américain l'année dernière, où j'avais fait un topo sur la fraude dans les publications scientifiques. Ils venaient me remercier pour ce qu'on faisait avec bon sens en France. Et donc ça c'est très chouette. Il faut que les Français sachent que ce qu'on fait est visible aussi à l'extérieur. Et ça, c'est quelque chose d'énorme. Donc, Xavier en a parlé, on s'est battu contre la fraude scientifique. Et alors, quelquefois, je ne suis pas un Trumpolâtre invétéré, parce que quelquefois, Trump, il part un peu dans tous les sens. Mais je veux dire que Kennedy, c'est un type qui est fantastique. Tout d'abord, on a tué son oncle, son père. Il travaille avec ses tripes. Il essaie de restaurer des choses qui sont pour moi incontournables en médecine. D'ailleurs, il lutte contre la corruption. Il a viré tous les corrompus. Et ça fait un scandale. Ces salauds, ils virent des braves experts, mais qui s'en étaient mis plein les poches. Ils sont en train de faire le ménage. Il est en train d'essayer de faire le ménage dans les journaux médicaux qui sont aussi corrompus, de l'aveu même de leur rédacteur en chef, qui publie quelquefois jusqu'à 50% d'articles qui sont faux et qui sont financés par l'industrie pharmaceutique. Il exige qu'il y ait des études randomisées avec tirage au sort contre placebo pour des vaccins. Il faut savoir que depuis plusieurs décennies, moi j'étais tout à fait pro-vaccin classique, je ne parle pas de la saloperie de pseudo-vaccin Covid qui est une merde, mais qui n'est pas un vaccin, mais j'étais pour les vaccins, même si on peut discuter, qu'il y a eu de temps en temps des problèmes. Mais maintenant, je n'ai plus confiance dans l'industrie, et on s'aperçoit que de plus en plus, l'industrie ne respecte plus les normes pour développer des nouveaux vaccins. Et avec horreur, j'ai vu l'autre jour qu'il venait de sortir un nouveau vaccin contre la bronchiolite. Alors, j'espère que ce n'est pas celui ARN messager qu'ils avaient annoncé. Je n'ai pas eu le temps de vérifier. Mais voilà, maintenant, je n'ai plus confiance. Cette industrie a été trop corrompue, a été trop loin. Mais c'est pour ça que j'admire le boulot que fait Kennedy en ce moment. Et j'admire aussi le boulot qu'il fait sur l'alimentation. Alors, ce n'est pas pour l'instant dans le focus de bon sens, mais il faut savoir qu'en médecine, un corps sain, c'est un corps qui mange bien et qui boit bien, je pourrais dire quelquefois quand c'est modéré. Je l'avais déjà rencontré à Oslo il y a quelques années, mais j'ai rencontré à Washington lors du dîner, le gala d'investiture avec Kennedy, Asim Malhotra, qui est un Anglais d'origine indienne, qui a été recruté par Trump pour être son conseiller sur l'alimentation, parce que Asim Malhotra travaillait sur l'alimentation, le diabète, et il veut lutter contre la malbouffe. Et ce que fait Kennedy en interdisant que maintenant on continue à distribuer des canettes de soda et de la saloperie hyper sucrée dans les écoles, à interdire certains colorants et additifs dans l'alimentation qui détruisent la santé. Rien que ça, en quelques semaines, je trouve ça remarquable. Bon, après, on verra, ils ne peuvent pas tout faire comme ça. Je pense qu'ils ne pourront pas lâcher tout attaquer parce qu'ils ont des lobbies avec des milliards qui sont en jeu en face. Mais moi, pour l'instant, je salue leur travail. Voilà. Et je recommande aussi la lecture du livre de Corinne Lalo, je l'ai connue parce qu'elle était journaliste à TF1 en service santé. Moi, ça faisait 20 ans quelquefois elle m'interviewait pour le journal de 20 heures pour des problèmes de santé. Elle a écrit un livre remarquable sur les perturbateurs endocriniens. Elle a écrit un deuxième livre remarquable sur la pandémie Covid.
Et là encore, comme le livre, c'est très, très sourcé, il y a toutes les preuves. Voilà. Voilà, je voulais tous vous remercier pour nous aider à nous battre, parce qu'il faut vraiment se battre, parce que quand la vérité scientifique est autant attaquée, il faut vraiment être soudé. Merci Christian. Donc, on a fait le premier tour sur le rapport d'activité, le rapport financier. Sylvano, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on passe à l'ordre du jour formel, on va dire, et Laurent aussi, hein, sur l'association, et après on doit passer au vote et répondre aux questions, bien sûr. Oui, parce que Christian Perron, il a dit que c'est pas encore dans le domaine de bon sens de s'attaquer à l'alimentation. Moi, je pense qu'on devrait, c'est dans notre objet social. Et l'alimentation, c'est vraiment le fer de lance, parce que quand on voit avec une simple application gratuite, hein, que je ne cesse de dire sur mes réseaux, d'utiliser tout le temps quand vous allez faire vos courses, l'application Yuka, elle est extraordinaire, parce que cette application, bien sûr, elle va vous dire trop salé, trop sucré, mais ça, on s'en fout complètement à la limite, parce que ce qui est important, c'est les additifs alimentaires qu'ils mettent dedans. Et en cliquant dessus, on voit la liste, quand il y en a, des additifs alimentaires qui sont classés très dangereux, moyennement dangereux et risque faible. Et quand on clique sur, encore une fois dessus, on voit qu'est-ce qu'ils ont mis dedans. On reclique et on voit qu'est-ce que ça a comme conséquence sur le corps humain. Et on peut, à la fin, même interpeller la marque. Alors, de temps en temps, quand on interpelle la marque, on voit 10 000 emails qui ont été envoyés à la marque. Et je pense que c'est important. Ce que fait Robert Kennedy en ce moment aux États-Unis, en commençant par l'alimentation, parce que l'alimentation, c'est la base. Christian Perron a évidemment raison. En médecine chinoise, l'alimentation est la base de tout. Et là, ils sont en train de nous pourrir notre alimentation en mettant des additifs qui sont cancérigènes, qui baissent la fertilité. Et souvent des additifs qu'on se demande qu'est-ce qu'ils font là, quoi, qui n'ont aucune utilité. Et je pense qu'on devrait, cette année encore, s'attaquer à ce genre de choses. Tout à fait. Beno, donc merci beaucoup, c'est un très bon point. On en a longuement parlé aussi avec le docteur en biochimie Jean-François Lesgard, qui a écrit ce rapport sur la pollution en regardant un peu les effets là-dessus. Il est en train de travailler justement sur un livre et les effets de la toxicité, et ça fera évidemment partie des activités de 2025, voire de 2026 pour Bon Sens. Oui, parce que je pense que moi, j'étais au Québec récemment contre un astrophysicien français qui disait que toutes les planètes du système solaire se sont réchauffées de 2 degrés depuis des années. Mais ce n'est pas que la Terre, c'est toutes les autres planètes dues à des modifications de l'activité solaire. Donc, on veut faire croire que ce qui fait plus chaud, c'est lié aux voitures, à la pollution, à l'activité humaine, et ça n'a rien à voir. Et tout ça, c'est pour masquer la pollution chimique, et c'est pour ça que j'admire beaucoup le rapport de Jean-François Lesgard, parce que la pollution chimique, c'est elle qui nous tue petit à petit, et ce n'est pas 1 degré ou 2 de plus qui nous tue pour l'instant. Voilà. C'est très important, ça. Hein. C'est déjà, les astronomes et les astrophysiciens le savent depuis plus de 15 ans, hein, que les variations que l'on observe sur Terre, on les observe de la même façon sur toutes les planètes du système solaire. Sauf qu'ils n'ont pas le droit de le dire. Et comme c'est une profession qui est financée à 100% par des deniers publics, l'astronome qui va nous raconter ça, et ben, qu'est-ce qui va lui arriver? Il n'aura plus de job demain. Sylvano, comme je suis pas astronaute, je peux me permettre de le dire. Oui, bah, moi aussi, c'est pour ça. Hein, c'est pour ça. Et c'est quelque chose qui est très caché. Mais n'empêche, on n'invite jamais les astronomes. Quand on voit que l'activité du solaire représente 99,9999% de ce qui se passe sur Terre et sur les autres systèmes des autres planètes du système solaire, l'arnaque du CO2 qui représente 0,04%, rien que quand je pose la question à des gens quasiment tous les jours, combien de CO2, quel est le pourcentage de CO2 dans l'atmosphère? La réponse la plus proche est 5%. Record à battre, vous pouvez y aller. La plus haute, Sylvano,
En France, on est sauvé parce qu'on a Bayrou, tu connais ce gars-là, qui a déclaré un jour, très sérieusement, devant d'autres ministres qui étaient obligés de contenir leur rire, que dans le système solaire, il y avait des milliers d'étoiles. Ah oui, bah oui, mais c'est voilà. On est quand même bien gouverné, je trouve. Tout à fait. Si je peux me permettre sur le sujet, je raconte une anecdote vite fait, même si on est en assemblée générale. Je déjeune une fois avec un jeune chef d'entreprise, 25 ans, héritier de son père qui était présent à table, et son père savait qu'il allait mourir, il avait un cancer en phase très avancé. Bon. Il voulait que son fils reprenne l'entreprise. Je n'en pas les noms, bien sûr, dans le 95. Bon. Et le gamin, j'appelle ça le gamin, nous sort à table que de toute façon, dans 10 ans, il n'y a plus de planète. On est tous morts à cause du réchauffement climatique. On a cru qu'il nous chambrait. Mais non, il nous chambrait pas. Il nous a expliqué pourquoi, comment, etc. C'était du délire pur sucre. Parce que quand on voit les températures que subissent les Africains depuis la nuit des temps, ou pratiquement, bah, je suis désolé, ils sont toujours là. Il y a pas de, voilà. L'être humain s'adapte de toute façon. Il finit par évoluer en fonction de son environnement. Et s'il n'arrive pas à évoluer intrinsèquement en fonction de son environnement, il trouve des palliatifs, hein. Des pots pour se couvrir quand il fait trop froid pour les hommes préhistoriques, des climatiseurs ou des rafraîchisseurs, si je puis dire, par les temps qui courent s'il fait trop chaud. Mais c'est pour ça que ce qui est impressionnant, c'est l'adhésion de la jeunesse notamment à ce que j'appelle une pure escroquerie mondiale. Et je pense ce que je dis. Vraiment. Voilà. C'est pas du pipeau. C'est vraiment une pure escroquerie. Et c'est le fonds de commerce aussi. On est apolitique, mais c'est le fonds de commerce de quelques mouvements politiques. J'en cite aucun, chacun les aura devinés. Ça devient du délire, mais complet. Mais le problème, c'est que c'est en train d'influer très fortement sur le psychique de jeunes, notamment, qui prennent ces informations et qui, par manque d'expérience, de maturité, prennent ça pour argent comptant. Et ça, c'est dramatique. Et là, je leur en veux beaucoup. Je referme cette parenthèse. Jean-Yves, ça a été confirmé par je ne sais pas s'il est toujours, c'était un des directeurs de CNN qui s'est fait piéger parce qu'il avait dragué un petit jeune dans une boîte de nuit, il l'avait ramené chez lui. Et après, comme ça, sur l'oreiller, il avait fait des confidences à son nouveau copain, mais il ne savait pas que l'autre l'avait enregistré. Et il disait, ouais, sur CNN, on va leur faire peur à tous les gens, qu'ils vont tous mourir à cause de la chaleur, c'est de leur faute. On va leur montrer un ours polaire sur un morceau de glace. Il y en a depuis des centaines d'années, les ours polaires sur des glaces fondantes. On va faire pleurer dans les chaumières. Et tout ça, le gars, il s'est fait piéger, ça a été diffusé dans le monde entier. Donc, ils se foutent de nous ouvertement, il y a les preuves. Voilà, bon, on va peut-être ne pas rester sur ce sujet éternellement, mais c'est juste pour dire que c'est un sujet très important dans la manipulation que l'on subit tous les jours. Et Bon Sens est là pour lutter contre les manipulations et pour restaurer les vérités scientifiques. Et je pense que ce serait bien un jour de faire une réunion avec des astrophysiciens, des spécialistes mondialement reconnus dans le domaine du climat, justement, pour contrecarrer tous ces idiots corrompus qui racontent n'importe quoi sur le climat. Son micro, c'est... Xavier, micro. Oui. Donc, écoute, moi, ce que je propose, c'est qu'on passe maintenant aux résolutions. Donc, Jean-Yves, je te redonne la main avec Laurent. Oui. Bah, Laurent, si tu veux prendre la main, je te la laisse, il n'y a pas de problème. Oui, d'accord. Donc, vous aviez 4 résolutions à voter. Alors d'abord, je me présente, hein, Laurent Pellet. Je m'occupe de la plateforme de vote pour l'Assemblée générale. Je suis aussi membre du bureau. Et outre l'informatique, je fais quelques recours. Par exemple, cette année, j'ai fait 3 recours devant la Cour européenne des droits de l'homme, un sur le pass sanitaire adolescent, un autre sur le protocole sanitaire à l'école, et le troisième, le dernier, sur le pass Jeux olympiques. Donc, concernant les résolutions à voter, donc la première résolution, alors avant de parler, donc les résolutions, vous pouvez voter jusqu'à 20h, je crois, mais je peux modifier ça si quelqu'un le demande. Et les résultats paraîtront sur la page résultats à partir de 19h15. On commencera à voir les résultats. Donc la première résolution, il vous est proposé
et demander d'approuver le rapport d'activité. La deuxième résolution, c'est d'approuver les comptes clôturés au 31 décembre 2024 et le rapport financier, les comptes ayant été vérifiés par le cabinet comptable ANS. La troisième résolution, c'est prévu par les statuts, c'est pour savoir si vous voulez conserver la tarification des adhésions, donc à tarif normal 15 € et tarif réduit, chômeur ou étudiant à 10 €. Et si il y a une majorité de contre à cette troisième résolution, alors vous pouvez voter pour la quatrième résolution, qui vous demande si vous voulez plutôt une majoration de 2 €, une minoration de 2 € ou un maintien de la tarification telle qu'elle existe actuellement. Alors, concernant la participation, alors il y a à 18h44, elle était de 494 adhérents qui avaient voté à l'une ou l'autre des questions. Voilà. Sinon, Jean-Yves, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Tu peux peut-être donner la tendance des votes par résolution à ce stade-là. Voilà. Qu'est-ce que donne la tendance, on va dire. Voilà. Ouais, attends 2 secondes. Je t'en prie. Alors, la tendance, je pense que c'est très majoritairement pour l'instant. Aussi, je voudrais rectifier quelque chose que tu as dit tout à l'heure, c'est que tu as fait une division du total reçu par le nombre d'adhérents, 3913 adhérents. Mais il y a des personnes qui font des dons et qui ne sont pas adhérents. Oui, je sais. Il y a 3252 pour donner- donataires en 2024 qui fait des dons séparés des adhérents. Ouais, ça me paraissait beaucoup, mais tu donnes l'explication. Bon, voilà, parce qu'effectivement, j'avais pas en tête que chacun donnait une moyenne, ne veut rien dire, puisque le chapeau moyenne va sur la tête de personnes, comme on dit. Il y a toujours des écarts types plus ou moins importants. Avant de calculer une moyenne, on enlève des extrêmes. Et bien sûr, j'ai pas ces informations-là pour affiner le tir. Mais ce que je voulais faire remarquer, c'est qu'on a des dons conséquents sur 2024, et j'espère qu'ils perdureront, voilà, dans le temps. Voilà. Je dois ajouter un point. C'est vrai que les dons et cotisations bondissent à la hausse. Quand Christian, que je remercie, fait un peu un appel en ce sens-là, quand Jean-Guillaume, qui est absent ce soir, mais en fait de même, voilà, quand Sylvano, avec son talent d'influenceur, on fait de même, quand Xavier en parle également. Donc chaque autre membre que moi je pèserai là-dedans, mais les autres membres les plus connus de notre association ont un impact significatif sur les collectes de fonds. Voilà. Donc Christian, si tu peux en faire aux États-Unis, bon, notre banque va nous demander d'où vient l'argent et pourquoi et comment. Ils nous ont déjà fait le coup. Il y a la statue de la liberté derrière toi, mais rajoute-lui un parapluie au-dessus de son bras parce que les dollars vont tomber. Voilà. Donc pour les votes, tu dis c'est majoritairement positif. Tu peux donner une tendance ou pas plus que ça? Oui, tout à fait. Rapport d'activité, ça donne quoi? Alors, pour le rapport d'activité, c'est à 99% pour. Ensuite, il y a quelques blancs ou abstentions. Pour l'approbation des comptes, c'est pour à 97%. Ensuite, il y a quelques blancs et abstentions, pas de contre. Et pour la troisième résolution, c'est à 97% pratiquement pour le maintien de la tarification. Mais si on regarde la quatrième résolution, qui est sans objet, puisque la troisième résolution, a priori, le résultat sont pour, quoi. Si on regarde la quatrième résolution, donc il y a 54% pour un maintien, 29% pour une majoration, 8% abstention, 5% blanc et 2% minoration. Donc il y a quand même plutôt une tendance pour demander une majoration des cotisations ou un maintien.
Alors, j'ai pas proposé d'augmentation de la cotisation pour une raison très simple, c'est que je pensais qu'il pouvait y avoir une probabilité plus forte que les autres exercices, que les autres années, qu'on ait une demande de baisse de cotisation, puisqu'on compte plus d'argent que nécessaire sur le dernier exercice. Mais là aussi, ça traduit, c'est intéressant ce vote, ça traduit l'intelligence des gens qui votent. Pardon, je sais que ça fait très démagogue, peut-être que ça l'est inconsciemment, mais je le pense. Chacun a conscience qu'il nous faut des fonds pour faire tout ce qui reste à faire. Et il y a un sacré parcours qui reste à faire. Voilà. Christian s'est exprimé sur sa perception aujourd'hui des big pharma, ce qu'on appelle les big pharma. Il n'y a pas que Christian, hein, tout le monde en pense la même chose au sein de notre bureau, alors qu'on est qu'on provient d'horizons divers et variés. Voilà, Laurent est dans l'informatique, moi dans la finance, dans le marketing aussi antérieurement, Christian dans la médecine, Sylvano dans son secteur d'activité professionnelle, voilà, etc. Enfin, il faut des fonds faut pas s'arrêter en cours de route. Il y a trop d'associations qui, si elles n'étaient pas perfusées par des fonds publics, n'existeraient plus. Nous, on est indépendants vis-à-vis de ça. On n'a aucun denier public qui vienne d'abonder nos ressources. Et j'insiste là-dessus, c'est un point important. Donc merci à tous les cotisants, adhérents, donateurs de l'association qui en plus ont plutôt voté pour une augmentation de la cotisation si la résolution 3 n'était pas passée. D'après ce que j'ai entendu. Laurent, tu confirmes? Non, pas tout à fait. Il y a 54% pour un maintien Après, on maintient, et 29% pour une majoration. Et pour une minoration, combien? 2%. Voilà. Bon, donc la tendance, c'est maintien ou augmentation, mais c'est pas une baisse. Donc c'est très bien. Ouais. Ok. Merci beaucoup Laurent et Jean-Yves pour cela. Donc normalement dans cette partie on répond aussi aux questions. Donc j'ai essayé de regarder s'il y en avait. Il y en a pas. J'en ai pas vraiment vu beaucoup. Peut-être si jamais vous envoyez, on peut y répondre. Toujours est-il que ce que je voulais aussi mentionner, c'était les activités à l'avenir, parce que Jean-Yves va toucher un mot en disant le nerf de la guerre, bien sûr, c'est l'argent, mais l'argent, pourquoi? Donc déjà, il faut savoir une chose, c'est que Bon Sens a eu un énorme impact à l'étranger. Christian a parlé des États-Unis, mais on a aussi beaucoup de contacts avec le Brésil, avec des professeurs brésiliens sur lesquels on est en train de travailler sur une étude bien particulière pour une estimation de la surmortalité due à l'absence de traitement, du nombre de traitements précoces. Et là, il y a un groupe de scientifiques hors pair qui est en train de travailler à partir de cela avec des médecins des BRICS. Donc ça, c'est et Bon Sens est représenté là-dedans. On a énormément travaillé avec les États-Unis, comme on l'a mentionné, parce que on pense que là-bas, le vent a tourné, on va dire, et il y a un ressenti que les actions et que les personnes au pouvoir sont en mesure de faire la différence et de restaurer l'intégrité scientifique, de redonner le pouvoir aux patients plutôt que à l'industrie pharmaceutique. Donc, et on sait que c'est difficile et qu'en Europe, nous n'avons pas encore vu cela. Il va y avoir en 2025 beaucoup d'activités et scientifiques. On t'entend plus. Ça doit être un problème avec ma connexion. Donc, les activités scientifiques, on les publiera au fur et à mesure. Et les activités juridiques, pour l'instant, on ne veut pas en parler parce qu'il y en a certaines qui sont tellement importantes qu'on préfère garder la confidentialité. Toujours est-il qu'on vous tiendra au courant au fur et à mesure que l'on avance. Mais on ne lâche pas la partie, ni sur les traitements précoces, ni sur la vaccination, ni sur les contrats des vaccins, ni sur les SMS de von der Leyen, ni sur tout ce qui a trait à la science et aussi trait à vos dépenses et à vos impôts. Si tu veux rajouter quelque chose sur ça, ou Sylvano, ou Jean-Yves d'ailleurs, ou tu as fait un bon résumé, là. Excellent résumé. Voilà, plus qu'à souhaiter un joyeux week-end. Rien à ajouter, je suis trop bavard. Donc. Et Corinne, il y a peut-être des questions? Oui, alors, vous m'entendez? Oui. Très bien. Pas très fort. Oui, Tu peux alors, monter le micro?
Il y a une question de quelqu'un qui demande si Bon Sens finance des études scientifiques sur les bienfaits de l'homéopathie et des plantes pour une nouvelle médecine. C'est un message de Nathalie. J'ai répondu, mais j'ai pas répondu à cette question. Il y a une qui était au-dessus, donc ça fait confusion sur YouTube. Globalement, on a soutenu aucune étude sur l'homéopathie et sur les plantes. On n'a pas. Je ne crois pas non plus. Qu'elle nous envoie un petit résumé de l'étude, enfin de ce qu'elle veut démontrer. Déjà qu'on le lise. Voilà, c'est-à-dire que s'il y a des études, si des gens ont écrit des études scientifiques et qu'ils voudraient qu'on les soutienne, ils peuvent effectivement proposer ces études et nous, en comité scientifique, on peut voir si on peut soutenir. Ils soumettent un projet scientifique. Tout à fait. Il y a une autre question aussi, quelqu'un qui dit le bon sens, ce serait de les empêcher de s'attaquer aux enfants qui sont l'avenir, sauf qu'ils soumettent encore plus les enfants au vaccin. Le seul pays au monde avec 15 vaccins obligatoires, maintenant dès l'âge de 1 mois ou 2 mois, même s'ils ne vont pas en crèche, même s'ils ne vont pas à l'école. Et en plus, avec le pays avec la plus grosse mortalité infantile. Donc, à un moment, il faudra peut-être mettre en cause les deux. Moi qui étais au vaccin, je veux dire, maintenant je suis totalement contre les obligations, même si à une époque j'avais des doutes, mais voilà, je pense qu'il faut effectivement, comme le dit Kennedy, revoir tout ça. Alors après, je rassure quand même les parents, la plupart des vaccins, quand on regarde depuis 30, 40 ans, il y a quelques petits effets secondaires quelquefois graves, il y a eu des polémiques, mais par rapport au pseudo-vaccin Covid, c'était des petites collines par rapport à l'Himalaya, donc il ne faut pas non plus que les parents vivent dans il y a quand même une étude japonaise qui est sortie qui démontre que les enfants de non vaccinés, il n'y a jamais de mort subite du nourrisson. C'est qui celui je l'ai publié ce matin. D'accord, très bien. Donc, il y a quand même de grosses questions, effectivement, sur les vaccins pour les enfants et surtout à l'âge bébé, quoi. Moi, j'ai une question pour Christian. Enfin, c'est pas polémique du tout. Juste avant Jean-Yves, juste pour dire par rapport au vaccin, moi je pense qu'il ne faut pas jeter les bébés avec l'eau du bain. Il y a des vaccins qui sont utiles, d'autres qui sont peut-être plus utiles aujourd'hui. Il y a effectivement un travail très important qui est fait aux États-Unis par Kennedy qui vise à vraiment mettre en place des essais cliniques qui sont très rigoureux avec des vrais placebos, parce que c'est le problème qui est soulevé par Kennedy, c'est que la plupart, voire tous les vaccins qui ont été validés depuis des années par la FDA, et je pense que c'est la même chose en France, puisque ce sont les mêmes études, en fait, il n'y a pas vraiment de placebo, c'est-à-dire qu'il y a soit un autre vaccin en placebo, soit des excipients, le nom m'échappe. Des adjuvants. Des adjuvants, etc., qui sont susceptibles même de créer des effets secondaires, et que ça ne permet pas de dire que les vaccins sont absolument sûrs si on ne peut pas comparer des résultats avec des placebos vraiment qui seraient de l'eau salée. C'est vrai que c'est logique d'avoir des doutes sur ça en se disant mais pourquoi ils n'ont pas pris de vrais placebos, et ça fait monter aussi la crainte vis-à-vis des vaccins. Voilà, mais et après il ne faut pas non plus dire tous les vaccins sont mauvais. Je suis d'accord avec Corinne. La bonne chose. Est-ce que je peux juste reprendre, je veux reprendre un peu de hauteur là-dessus, parce que cette semaine, il y avait la réunion du comité consultatif sur les injections aux États-Unis, donc le 25 et le 27 juin, avec la nouvelle équipe qui a été mise en place. Je pense que le bon sens, c'est avant tout de tenter de restaurer une science qui permette des mesures indépendantes et autonomes et qui amènent aux décideurs des données qui soient complètes et indépendantes. Donc, notre vrai challenge, c'est pas de dire on est pour, on est contre. En fait, ce qu'on est, c'est on est pour la bonne science, on est pour la science qui va démontrer ces éléments. Et donc, ce dont tu parlais, Corinne, c'était que jusqu'à présent, tous les vaccins étaient testés avec des tests qui s'appellent de non-infériorité.
et qu'aujourd'hui, le renouveau, ça va être de les tester contre placebo. Parce que Aaron Siri, qui est un avocat américain, a été auditionné aux États-Unis et il n'y avait aucun vaccin qui a fait l'objet d'un test contre placebo. Alors, il y a tous les problèmes d'éthique qui vont autour parce que tous les gens disent que c'est pas éthique quand on a un traitement de pas le donner. Avoir un test de non-infériorité ne veut pas dire que le vaccin est efficace, il est juste non inférieur. Et avoir un test contre placebo pourra justement dire si jamais il y a un effet. J'ai discuté récemment avec un professeur de statistique de l'Université de Californie qui s'appelle Sander Greenland, grâce à justement un des membres que j'ai rencontré sur Twitter, qui lui est très intéressé dans ces éléments puisqu'il a suivi et il dit les statistiques ont biaisé la décision en médecine parce que les gens utilisent les statistiques comme étant la parole d'évangile. Et donc, on a un véritable problème de décision. Il n'y a pas qu'un problème, il y a un problème de données, il y a un problème d'analyse, et c'est ce qu'ils essayent de faire, c'est ce qu'on essaye de soutenir avec bon sens, c'est justement d'avoir beaucoup plus de rigueur, d'avoir plus d'intégrité et d'avoir moins de conflits d'intérêts dans les prises de décision, de manière à ce que ce soit pour les enfants, que ce soit pour les femmes enceintes, que ce soit pour nous, qu'on ait une science qui soit irréprochable. Exactement. Et à partir du moment où les vaccins, ce sont des produits que l'on injecte à des gens qui sont en bonne santé, on ne peut pas prendre le risque qu'il y ait un effet délétère. Il doit y avoir 0 effet délétère. Et donc, en ça, c'est vraiment très important de dire que, comme pour tous les produits, ce sont les autorités sanitaires qui devraient faire eux-mêmes les essais cliniques et pas les fabricants. Quand c'est les fabricants, c'est un problème. C'est-à-dire que dans quel domaine c'est le fabricant qui dit mon produit est bon? Je veux dire, il n'y a nulle part. Et or, dans la santé, c'est ce qui se passe. Ce sont les fabricants qui font leurs essais cliniques et ensuite ils disent oh ben, on voit pas d'effets secondaires, non, tout va bien. Et ça, c'est un problème. Et je crois que grâce à ce qui va être fait aux États-Unis par Kennedy, et enfin par toute l'équipe, on va pouvoir avoir déjà des pistes qui vont conforter ou pas l'idée que certains vaccins sont pas bons. Le grand scandale, c'est qu'il n'y a pas d'évaluation publique indépendante. Alors maintenant, malheureusement, parmi les experts qui travaillent pour les autorités publiques, on voit qu'il y a plein de corrompus dans l'agence du médicament, dans toutes les agences en France, dans beaucoup de pays européens. Mais ce serait le b.a.-ba, vraiment d'avoir une expertise indépendante. Ça coûterait peut-être quelques centaines de millions d'euros, mais c'est quoi quelques centaines de millions d'euros quand on donne 40 milliards à l'Ukraine, qu'on donne... C'est que dalle. La France a largement de quoi payer ça. Mais c'est pas par hasard que l'État a délégué à l'industrie pharmaceutique la totalité des études. Moi, je le sais même de l'aveu d'anciens de l'industrie pharmaceutique, je ne citerai pas de nom, on l'a tous vu, que, et même de l'aveu même des rédacteurs en chef des grandes revues médicales, il y en a qui disent même 50% des études financées par l'industrie sont fausses. Et ça, c'est un énorme problème parce que leur seule préoccupation, ce n'est pas la santé des enfants, des adultes, c'est de voir à quel niveau va être l'action en bourse 6 mois après l'annonce de la mise sur le marché et combien de milliards ils vont engranger. C'est leur seule préoccupation. J'en ai fréquenté beaucoup. Avant, il y avait des gens bien dans l'industrie, il y avait beaucoup de petits labos français, familiaux. Là, il y a un tout petit nombre de super entreprises mondiales qui développent. Ce sont des crapules financières, ce ne sont plus des humanistes. Je voudrais pouvoir poser ma question à Christian. Voilà. Il y a un bruit quelque part. Je sais pas, la semaine dernière, je ne sais plus quel vaccin je cherchais pour savoir s'il existait un vaccin uniquement contre telle pathologie. Et je me suis aperçu que, je ne sais plus lequel c'était, et je me suis aperçu qu'il était systématiquement combiné avec un autre vaccin. Donc, je crois que c'est le tétanos. Mais oui, j'ai un doute, hein, j'ai regardé plusieurs vaccins. Je cherchais ça, je me dis, mais comment ça se fait qu'il n'y a plus un vaccin pour une seule pathologie? Enfin, je me comprends. Un vaccin tétanos pur. Enfin, le comité technique des vaccinations, on avait demandé officiellement au gouvernement à plusieurs reprises de revenir à des vaccins séparés pour pour la rougeole. Ils n'ont jamais accepté parce que les industriels, ils préfèrent en mettre 4 dans la seringue. C'est plus facile à produire. Et on peut plus identifier d'où vient un éventuel effet secondaire s'il y en a 2, 3, 4 d'injecteurs en même temps. Tu vois ce que je veux dire? Moi, ça m'a vraiment interpellé, quoi. Je pensais pas que c'était à ce point-là, tu vois, parce que je suis pas de la partie, hein.
Je suis ça de très très loin. Mais ça m'a vraiment interpellé. C'est plus facile d'évaluer dans une étude si on évalue un vaccin à la fois que d'en mettre 4 ou plus dans la... Tu brouilles les pistes comme ça, en fait. C'est assez machiavélique. Hein. Et je vous rappelle maintenant que Macron a donné tous les droits à l'OMS, hein, et qu'il y a un rapport australien qui vient de sortir aussi aujourd'hui, qui montre bien évidemment que les principaux donateurs de l'OMS, c'est Big Pharma. Christian nous l'a dit depuis très longtemps. Alors, tenez-vous bien, ils ont appris que l'OMS promet aux investisseurs, un retour sur investissement pouvant atteindre 3400% sous forme d'influence politique sur les décisions mondiales. 3400%. Donc voilà à qui on donne tous les droits. Mais d'ailleurs, je crois qu'on a une action prévue, une grosse action prévue, si tu veux en parler, Xavier. Le son. C'est prématuré, Laurent, c'est prématuré. Remettre mon micro en marche. Non, justement, ça fait partie des actions, on ne veut pas trop en dire aujourd'hui, parce que je pense il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et de être sûr de la manière dont on se met à faire ce genre d'action. Donc, on est en train de réfléchir à diverses stratégies pour continuer toutes les actions que l'on a menées. Et la prudence fait qu'on n'en parle pas de manière publique et tant qu'on n'a pas lancé ces actions. Cependant, comme on l'a dit, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Le nerf de la guerre, c'est d'avoir les moyens de nos ambitions. Et quand Jean-Yves dit qu'on a un petit budget de 200 000 euros, ça peut paraître à la fois beaucoup, mais quand on regarde les milliards qui sont dépensés, c'est excessivement faible. Donc moi, tout ce que je peux vous dire, c'est si vous voulez qu'on puisse aller au bout de nos ambitions, continuer à nous soutenir, demander à tous les gens autour de vous de nous soutenir, de soutenir Bon Sens. C'est comme on n'a jamais eu d'aide de l'État. On n'en a jamais sollicité et on n'en veut pas. Aujourd'hui, c'est vraiment cette intégrité scientifique et de restaurer ce bon sens. Cependant, on risque d'avoir besoin de moyens financiers. Quand on regarde les associations comme ICANN aux États-Unis ou Children's Health Defense qui ont des budgets qui sont des millions, on en est loin. Et je pense que si on veut vraiment avoir le courage de nos ambitions, il nous faut avoir les moyens de ces ambitions. Et je pense que c'est grâce à vous. Donc, je ne fais que réitérer peut-être pour tous les adhérents et pour tous les membres du bureau un appel aux dons à nous soutenir. C'est pas pour, comme certains vont le dire sur les réseaux sociaux, pour qu'on se mette l'argent dans les poches. Parce que quand on doit aller à une réunion, prendre un avion, prendre un billet de train, c'est tout à fait normal, comme l'a dit Jean-Yves. Mais je pense qu'il y a personne dans ce groupe qui a eu une rémunération dans le cadre du bureau. Et sinon, on l'aurait soumis au vote des adhérents. On travaille de manière bénévole. Et ce travail, il a besoin d'avoir le soutien pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et on vous tiendra au courant de toutes les initiatives qu'on peut lancer, comme on l'a fait sur le site Internet, que ce soit des études scientifiques, et il y en a beaucoup qui sont en cours, ou que ce soit les actions juridiques. Je rappelle juste un dernier point qui est aussi important. On contribue à des enquêtes sociologiques pour récupérer des données, parce que les données, c'est le nerf de la guerre. Votre point de vue, vos opinions, c'est le nerf de la guerre. Et quand on a le ministre de la Santé qui va sur les médias pour parler de désinformation et qui dit que la vaccination est toujours très suivie par les Français et que quand on va chercher les informations, eh bien, il se trouve que c'est le gouvernement et les politiques avec leurs actions qui ont fait perdre confiance justement dans cette vaccination, qui ont fait perdre confiance dans la médecine. C'est bien eux qui l'ont fait, c'est pas des associations comme Bon Sens qui justement essaient de leur montrer le droit chemin et de restaurer l'intégrité scientifique parce que les biais sont là. Je crois qu'il y a 52% des sondés récemment dans un échantillon représentatif et avoir perdu confiance dans le gouvernement et les politiques pour leurs mensonges au sujet de la gestion de la crise sanitaire. Et il y en a énormément qui aimeraient voir une levée du secret défense ou une commission d'enquête, comme il est en train de se passer aux États-Unis, ce qui serait normal. Voilà un petit peu ce que je voulais rajouter sur ces éléments, parce que prendre l'opinion des Français, c'est aussi nous assurer que nous ne sommes pas biaisés dans notre point de vue, c'est-à-dire valider nos hypothèses
et de ne pas nous enfermer dans des biais de conformité ou de confirmation ou d'autorité. Moi, je voudrais juste rajouter, il y a une question qui revient souvent par rapport à la vaccination des animaux par l'ARN messager. Je sais qu'il y a pas mal de scientifiques qui en parlent. Juste, ce que l'on peut vous dire, c'est qu'effectivement, ça se passe, hein, ils le font, ils l'ont fait, je crois, sur des canards, etc. Mais vous, pour pouvoir vous protéger de ça, cuisez la viande beaucoup. Voilà. Si vous cuisez la viande, si vous ne mangez pas de la viande saignante, vous n'avez aucun risque avec les ARN messagers parce qu'une fois à une certaine température, tout est détruit. En plus, après, ça passe dans l'estomac, etc. Donc, effectivement, si vous mangez de la viande crue ou peu cuite, il faut faire attention parce que les études n'ont pas été faites sur l'impact de ces ARN messagers dans la nourriture. Malheureusement. Les volailles et le poulet, on le fait cuire plus d'1 heure au four, il n'y a pas de problème, mais un magret de canard rosé, voire un œuf à la coque ou un œuf sur le plat, c'est très peu cuit pendant 2-3 minutes. Et là, on sait que certains ARN messagers vont résister à cette température. Après, on ne sait pas, il n'y a pas eu d'études. Est-ce que si on les avale, est-ce qu'ils vont être détruits dans l'estomac, dans l'intestin? C'est possible, mais on manque de données. Mais, on pense que oui. On pense que oui. Il y a une telle corruption dans tout ce milieu de l'agriculture qu'il faudrait faire interdire en urgence ces produits ARN messagers pour les volailles, surtout qu'on sait que tous les produits ARN messagers ne sont pas des vaccins. Ce sont des produits qui sont uniquement faits pour faire engranger des milliards à l'industrie qui les produit. Donc ça, c'est un immense scandale. Il faut dire à tous les Français qui se battent dans leur village auprès des éleveurs, etc., de refuser obstinément ces saloperies qu'on va leur imposer comme des produits miracles pour protéger leurs volailles. C'est totalement bidon. Ça ne protégera jamais leurs volailles. Et donc, il faut arrêter ces saloperies. Et on a encore quand même certaines incertitudes scientifiques là-dessus. Oui, et d'ailleurs, il y avait une question concernant la demande de moratoire sur les ARN messagers. Effectivement, Bon Sens, depuis très longtemps, a demandé ce moratoire. Je vous invite à regarder la vidéo du professeur Martin Zizi qui explique pourquoi le moratoire sur les ARN messagers est urgent. Et cette vidéo a été publiée, je ne sais plus si c'est l'année dernière ou l'année d'avant. Où il explique les point par point tout ce qui ne va pas dans cette plateforme ARN, que ce soit pour les humains ou pour les animaux, la non-maîtrise de ce que l'on injecte parce qu'on ne sait pas combien on produit de protéines, etc. etc. Je vous invite à regarder cette vidéo qui s'appelle Parole d'expert, qui est sur notre site internet ou sur notre chaîne YouTube, vous la trouverez. Donc oui, bien sûr, on est pour un moratoire absolu sur la vaccination à ARN messager, que ce soit pour les animaux ou pour les humains. Non, pas la vaccination, l'inoculation ARN messager, ça n'a jamais fait des vaccins. Oui, pardon, mais dans le langage courant, on parle de vaccins, mais effectivement, ce sont des injections, c'est plutôt des thérapies géniques, enfin pas thérapie, des injections géniques. Pourquoi à l'OMS, le mot immunisation est devenu synonyme de vaccination? C'est Bill Gates qui a fait ça. Parce qu'avant, quand j'étais en médecine, il y avait l'immunisation. Alors, il y avait l'immunité naturelle, parce qu'on avait rencontré la bactérie, le virus, on développait des anticorps ou l'immunité cellulaire. Et il y avait l'immunité vaccinale, qui pouvait être très efficace pour certains vaccins, qui donnait la même protection. Quelquefois un peu moins bien, ça dépendait des maladies. Et maintenant, le mot immunisation remplace le mot. C'est-à-dire que c'est devenu synonyme de vaccination, c'est-à-dire qu'on induit dans l'esprit des médecins, de tous les gens de santé publique, le seul moyen d'être immunisé, c'est la vaccination. Et ça, c'est une imposture sémantique, mais qui est une imposture scientifique. Et si vous regardez à l'OMS, à chaque fois, même dans les pays anglo-saxons, maintenant, ils ont été contaminés, le mot immunisation a remplacé, comme soi-disant synonyme, le mot vaccination. Et ça, pour moi, c'est un immense scandale. Exactement. Et la deuxième chose que Pardon, excuse-moi. Il n'y a rien de mieux que l'immunité naturelle, sauf si on n'est pas mort, bien sûr. Bien sûr. Et simplement aussi, je voulais rajouter par rapport à ce qu'a dit Xavier, même si on ne peut pas vous dire ce que l'on fait actuellement pour faire avancer tous les dossiers sur lesquels on travaille, sachez qu'on fait des très grosses actions, que vraiment
vous pouvez avoir confiance et nous soutenir. Ça fait maintenant des années qu'on travaille tous ensemble. On est une équipe très soudée. On a on travaille, comme vous le savez, avec Diane Prota, Olivier Fro. On a fait beaucoup de travaux avec même des cabinets étrangers, des cabinets d'avocats étrangers. Donc, sachez juste qu'on ne fait pas rien. C'est pas parce qu'on communique pas qu'on ne fait pas. On communique pas parce qu'on ne peut pas communiquer pour protéger ce qu'on est en train de faire. Mais sachez que l'on travaille beaucoup. Voilà. Et donc, il faut pas lâcher. Il faut vraiment continuer à nous soutenir. Mais même vous, il faut continuer à avoir confiance parce que ce qui se passe aux États-Unis, notamment avec Kennedy, avec Jay Bhattacharya, etc., ça va beaucoup effectivement nous aider pour avancer parce que les études vont être faites et que voilà, ne croyez pas que quelqu'un comme Kennedy va continuer à utiliser, à laisser les ARN messagers alors que c'est quelqu'un qui s'est battu contre ça. Jay Bhattacharya, c'est pareil. Donc, mais ils peuvent pas du jour au lendemain non plus dire bon ben on arrête et voilà. On est obligé quand on est scientifique d'avoir des preuves pour dire ça marche pas, etc. Donc c'est ce qu'ils font. Ils disent donnez-nous ce qu'a fait Kennedy récemment sur le fait de ne plus aider Gavi, qui est l'association des vaccins là sur les vaccins. En disant il nous faut des données probantes. Donc, donnez-nous des données probantes et après, on verra si on va financer. Donc, ça, c'est logique de faire ça. Donc, on peut avoir confiance dans l'avenir parce que les choses vont bouger, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain. Voilà, c'était ce que je voulais dire pour vous donner un peu Tu as raison, Corinne, de le rajouter. Et on rappelle quand même que depuis 2020, avec Sylvano, avec Christian, avec Jean-Yves, avec Corinne, avec Laurent, avec tous les membres de l'équipe, on a quand même initié des relations aux États-Unis. On était le premier média à interviewer Jay Bhattacharya, à interviewer Kennedy, à construire, alors que tout le monde les regardait comme étant des scientifiques à la marge, marginaux. Et on a continué à soutenir que c'était le bon sens de soutenir ces actions. Et aujourd'hui, eh bien, 5 ans après, ces efforts payent, puisque ces gens-là sont au pouvoir aujourd'hui et peuvent faire la différence. Et comme dit Corinne, c'est pas parce qu'on accuse les autres d'avoir été corrompus et d'avoir, on va dire, tordu la science dans tous les sens qu'il faut faire de même. Donc, le travail, il doit être fait 2 fois mieux, même 3 fois mieux, voire 4 fois mieux, de manière à restaurer cette intégrité scientifique pour pas tomber dans le travers inverse. Voilà un petit peu pourquoi ça prend du temps et ça demande énormément de patience. Ça vous demande de la patience, ça nous demande de la patience et de la détermination. En tout cas, on a cette détermination et on ira jusqu'au bout si, bien sûr, on en a les moyens à la fois humains mais aussi financiers. Voilà, je tiens à vous remercier. Vous avez jusqu'à 20 heures pour voter. Peut-être, Sylvano, comme je sais que toi, tu as une énorme audience, et Christian, si vous voulez aussi conclure. Moi, j'ai fini pour ma part. Je vous dis merci à vous tous. Je dis aussi merci à tous les membres du bureau de Bon Sens, à tous les gens qui nous ont aidés, parce que c'est une incroyable aventure. Merci à tous. Il est temps de partir en week-end pour vous tous. On a assez parlé. Oui. Et on est samedi soir à 19h20. Merci de nous avoir suivis. Au revoir à tout le monde. Merci à Corinne pour l'organisation. Ceux qui nous soutiennent, je voulais juste dire que j'ai pas mal fait le tour de France cette année. Dans toutes les villes, il y a des gens, et j'ai vu des correspondants de l'association Bon Sens, vraiment dans la population locale, dans les villes, les villages. Je sais qu'on est très suivis, on a des soutiens très forts. Et je vous fais tous la bise et je vous remercie. Bye bye. Au revoir. Au revoir.